Nouvelle semaine et nouvelles audiences du tribunal de l'actualité sur les médias leaders Watt FM et Tru TV, avec aujourd'hui sur la table de jugement l'évolution socio-politique du Burkina, marquée aussi, vous le savez, par la valse des militaires dans la sphère politique nationale. Nous parlons de cette actualité aujourd'hui avec le collège des juges au grand complet. Le collège des juges du tribunal de l'actualité est sur place. Bonjour, juge Bernard Bougma. Bonjour, président Toumangui, bonjour, juge Vara, bonjour, juge Bedraogo, bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma, bonjour, président, bonjour, juge Ouetraogo, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour, juge Vara, bonjour, juge Bougma, bonjour, auditeurs, téléspectateurs, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine qui démarre, comme vous le savez, et comme d'habitude, avec les avant-propos des juges. Juge Bernard Bougma, vous écoute pour votre avant-propos de cette première audience de la semaine. Non, je voudrais souhaiter une très bonne semaine à tout le monde. Nous sommes en octobre. Ça a été une fête religieuse, donc la fête du Mawlud. Donc nous souhaitons également bonne fête à toute la communauté musulmane et également une très bonne semaine aux uns aux autres. Une fois n'est pas coutume, c'est un premier rendez-vous d'un tribunal un jour férié. Donc je voudrais également saisir cette occasion pour dire merci à ceux qui nous suivent et leur souhaiter bien des choses et bien de repos ce lundi. Ceux qui seront également au four et au moulin, parce qu'il y a des gens qui se reposent, mais il y a des machines qui tournent à plein régime, donc il faut des gens pour faire tourner ces turbines-là. Beaucoup de courage et puis bonne semaine à chacun. Bonne semaine à chacun. Juge Vara, quel est votre avant-propos de ce jour? Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner le Nigeria avec le naufrage survenu samedi. On parle de 85 personnes qui étaient à bord d'un bateau, beaucoup de femmes qui tentaient de rejoindre le marché proche pour évidemment vendre les produits qu'elles ont. Et sur les 85 déjà, je pense que ce matin il y a eu un tweet du président qui déjà partageait sa compassion, et on nous rappelle qu'il y a déjà 76 corps qui ont été repêchés. Donc il ne faut pas s'attendre vraiment à des survivants dans cette affaire, ou à beaucoup de survivants, parce que c'est vraiment triste ce qui est arrivé. Mais c'est les embarcations de fortune, hein, comme on les a très souvent dans des localités qui sont loin de la capitale, qui bon an mal an tentent d'aider les populations, parce qu'il y a des zones qui ne sont accessibles que par ces fleuves-là, et c'était le cas de ce bateau et de cette zone-là. Et donc c'est avoir une pensée pour ces familles. C'est un pays frais, et quand on regarde ça fait toujours mal. Maintenant, ça dénote aussi de ce que souvent dans nos pays on n'est toujours pas, je dirais, pas forcément conséquent, mais on ne réalise pas que dans certains secteurs qui sont porteurs, il faut investir. Les gens ont l'obligation de se déplacer. Vous voyez par exemple ces dames qui, pour aller vendre leurs produits, doivent emprunter ces barques avec le danger que cela a, et revenir aussi après pour continuer aussi de s'occuper de les familles avec le peu de moyens qu'elles ont pu avoir par exemple sur le marché et tout. Donc ça devient des moyens incontournables, parce que par la route, c'est impossible d'y aller. Donc comment est-ce que, par ce qui s'impose de fait, on n'arrive pas à avoir, c'est-à-dire que du point de vue de la rareté de l'inexistence, on va dire comme ça, du moyen de voyager, ça veut dire que ça s'impose de façon naturelle. Donc c'est un business qui doit marcher. Et quand c'est comme ça, on reste toujours dans l'amateurisme, on reste toujours dans le débrouiller pour faire. Alors que voilà un moyen pour lequel la demande, elle est là, elle est existante. Donc il faut maintenant formaliser les choses, et souvent il faut un État qui est derrière, qui accompagne, qui repense et qui permet aux gens de faire ces traversées-là de façon sécurisée. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que la demande, elle est déjà là. Ça veut dire que c'est un modèle qui, à coup sûr, va marcher. Donc, il faut savoir penser les choses très vite. Il faut savoir, dans certains secteurs, booster, permettre aux gens de pouvoir bouger, sécuriser, de pouvoir faire certaines activités. Vous avez des domaines comme ça. Et ça, il y en a à profusion, hein, dans nos pays. Ou, par exemple, vous verrez, dans le même Burkina où nous sommes, une région où il y a une production énorme en quantité d'un produit, ça peut être une mangue ou quoi que ce soit, vous allez les voir dans la période de profusion, ça pourrit.
parce qu'il n'y a pas de voie pour pouvoir acheminer, il y a pas de... C'est-à-dire qu'on est face à ces réalités-là. C'est-à-dire on a des éléments sur lesquels on peut asseoir quelque chose qui peut marcher, on peut accompagner, et ça peut développer, mais on ne le fait pas. Et ça met tout le monde en danger, ou quelquefois, parce qu'on est inconséquent, c'est dire qu'on n'en fait pas une opportunité de développement. Mais c'est dommage de voir, peut-être ça sera plus de 80 personnes qu'on va repêcher à la fin, qui tentaient d'aller rejoindre par une barque ce qu'ils font journalièrement pour pouvoir effectuer leurs activités. C'est vraiment dommage qu'on ne pense pas transport sécurisé pour des personnes qui ont l'obligation de ce type de voyage-là chaque jour. Et je pense que c'est une leçon à tirer aussi dans beaucoup de secteurs d'activité que nous avons aussi sous nos cieux. Une leçon à tirer, c'est vraiment triste. Il faudra gérer cette situation. Juge Inoussa Ouedraogo, quel est votre avant-propos du jour? Merci, Président. Je voudrais féliciter une consoeur, Mariam Ouedraogo, des éditions Sidoya, qui a remporté ce week-end un prix en Europe. C'est le prix Bayeux Calvados Normandie, qui récompense les reportages de guerre. Et notre consoeur, donc Mariam Ouedraogo des éditions Sidoya, a remporté ce prix-là. C'est la première fois qu'une femme africaine remporte ce prix. Et elle l'a remporté avec un article intitulé Axe d'Ablokaya, la route de l'enfer des femmes déplacées internes. Et je voudrais ici la féliciter parce qu'au-delà de Mariam Ouedraogo, c'est l'ensemble de la presse burkinabé qui est ainsi honorée. Nous sommes fiers d'elle, du travail qu'elle a abattu, et nous espérons que ce travail puisse la consoler, parce qu'elle est sortie de ce reportage très meurtrie de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a vu. Et donc, courage à elle. Et puis, on espère que d'autres prix encore sont devant pour elle. Félicitations donc à notre consoeur qui a remporté ce prix, et félicitations à toute la presse. C'est aussi un indicateur de la qualité de ce qui se fait de bien au Burkina Faso du côté de la presse. C'était votre séquence avant-propos des juges du tribunal de l'actualité. Le tribunal de l'actualité, c'est un rendez-vous au cours duquel nous décryptons pour vous chaque jour les faits et événements marquants de l'actualité d'ici et d'ailleurs. En simultané sur la radio 100% urbaine, c'est 100.7 Watt FM, et sur la télévision interactive Trui TV. Et comme vous le savez, ici, les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Pour aujourd'hui, nous vous proposons un voyage sur l'irruption des militaires dans la vie politique du Burkina. C'est d'actualité. Un état de fait qui remonte à 1966 avec le premier coup d'État acté dans ce pays, Bernard Bougma. Oui, c'était une intrusion après ce soulèvement populaire qui s'est mué à un moment donné en coup d'État. Et c'était la première fois également que les Rangers s'invitent dans la vie politico-politicienne au niveau du Burkina et ont joué les premiers rôles dans la gestion du pouvoir d'État. Donc tout commence en 1966 avec le soulèvement populaire du 3 janvier. Maurice cède, Sangoulé Lamizana prend. Bon, les historiens disent qu'en son temps, Maurice avait juste remis le pouvoir à Sangoulé avec pour mission de sécuriser, de stabiliser pour qu'il revienne. Et que c'est après que Sangoulé ayant pris goût, et certains également voyant que c'est aussi leur tour de gestion avec les privilèges que confère le pouvoir entre des civils et des militaires, que finalement le coup a été consommé et Lamizana est pratiquement président. Donc à partir de cette époque, les militaires ont fait long feu parce que Lamizana y a duré. Après, il y a eu un coup d'État dans le coup d'État, donc qui a d'ailleurs bétonné Lamizana jusqu'au présidentiel de 1978 avec Maker, où le Burkina offrait à l'Afrique un second tour des élections. Donc on était déjà en avance sur un certain nombre de choses. Mais les élections de 1978 également se sont terminées dans les conditions qu'on connaît. Il y a eu une fraude massive électorale. De son vivant, paix à son âme, le vieux Maker Ouedraogo lui-même nous a confessé en personne qu'après les élections, des gens sont venus lui dire effectivement, mais ça c'est après le coup d'État, vous aviez gagné. Vous aviez gagné, mais bon, la réalité d'un jour, c'est que vous aviez gagné, mais bon, la suite aussi, on la connaît. Donc depuis lors,
78, après cette période-là, bon, en 80, il y a un coup d'État qui arrive, qui renverse Zerbo, et c'est dans cette même... qui renverse Sangoulé Lamizana, et c'est en 82 que Zerbo a été renversé. C'est dans ces circonstances-là également qu'on a perdu un valeureux soldat le 9 novembre 1982 en la personne de Nésien Badembié, donc lieutenant-colonel, donc officier supérieur de gendarmerie déjà à l'époque, très bien formé en France, qui a servi, puisqu'il a d'abord servi sous le drapeau français, qui a servi au Mali, en Côte d'Ivoire, en Algérie, avant d'être rayé au niveau de la France pour être envoyé au Burkina. Et c'était un 15 octobre d'ailleurs qu'il a été officiellement remis au Burkina pour servir sous le drapeau burkinabé. Le 15 octobre est symbolique. Oui, toute une date symbolique. Ouais. Et donc là aussi, c'est avec ce dernier qu'on a inauguré les exécutions extrajudiciaires, pour ne pas dire les crimes politiques au sommet de l'État. Donc un 9 novembre, tiré lâchement sur le dos. Et puis bon, à partir de ce moment, les choses ont pris une nouvelle tournure. Parce que j'ai dit c'était un bon gendarme qui a été patron de la gendarmerie, commandant, et en même temps aussi qui a été ministre de l'Intérieur de la Sécurité. Donc c'était le numéro 2 de ces Zerbo. Et c'était un dur à cuire. Donc, politique et militaire en même temps. Ça, donc à partir de ce moment, bon, les choses ont évolué jusqu'à ce que on ait des entités politiques dans l'armée. Il y a eu le fameux ROC, le regroupement des officiers communistes. Ça, c'est pratiquement des militaires politisés qui assument et qui revendiquent. C'est ça. Donc je connais plein d'officiers supérieurs et plein de civils des civils qui ont formé des officiers de notre armée qui servent toujours le drapeau de la formation politique. Et donc, docteur Émile Paré fait partie de ceux qui ont formé certains officiers que je ne peux pas nommer parce qu'il y en a qui, pour des raisons professionnelles, ne veulent pas qu'on en parle. Mais ils sont beaucoup plus des hommes politiques que des hommes tenus. Donc, on est arrivé à cette politisation. Malheureusement, la politisation a divisé l'armée parce que ça devient maintenant une question d'effort du mouvement ou de préférence de je suis le bon petit. Ça n'a pas été très bien compris. Sankara est venu, Sankara dit un militaire sans formation politique et idéologique, c'est un criminel en puissance. Ça n'a pas été également compris parce que pour lui, il faut que le militaire se mette au service du développement. Donc, politiquement, c'était beaucoup plus ce qu'il avait comme vision. Bon, ça a été dénaturé, il y en a qui lui en veulent d'ailleurs pour ça, mais bref, cette intrusion de l'armée date depuis effectivement 1966 et a connu plusieurs évolutions jusqu'à la situation actuelle. Alors, Inoussa Ouedraogo, ce sont les civils qui ont appelé l'armée au pouvoir. L'armée est entrée donc dans le jeu politique en 1966 et n'y est plus jamais parti, pratiquement, à part donc la parenthèse dont on parlera tout à l'heure, le Rochma Christian Kaboré et donc de la transition de 2014. L'armée a, pour ainsi dire, caporaliser la vie politique nationale depuis 1966. Oui, c'est vrai que quand on regarde 66 et puis on prend de façon globale, depuis les indépendances du Burkina, les militaires totalisent 50 ans pratiquement de pouvoir. Ça veut dire effectivement qu'ils ont pris à bras le corps la vie politique de ce pays-là quand ils ont été appelés donc le 3 janvier 66 à assurer une sorte de transition, parce que quand on regarde aussi l'histoire, les politiques de l'époque, les syndicats notamment, n'avaient pas véritablement appelé les militaires pour qu'ils viennent demeurer. Et du reste, quand Sangoulé Lamizana prend le pouvoir le 3 janvier 66, il indique clairement que la vocation de l'armée, ce n'est pas de rester longtemps à la tête de l'État et qu'ils allaient organiser très rapidement les choses pour remettre donc le pouvoir aux civils. Maintenant, à partir de décembre 67, au moment où décembre 66, pardon, au moment où les civils s'attendaient à ce que le président Lamizana organise rapidement les élections pour passer à un pouvoir civil. C'est là qu'il annonce, en créant le Conseil supérieur des forces armées, que les militaires entendaient passer encore 4 ans à la tête de l'État et pour pouvoir donc redresser les choses avant donc de remettre le pouvoir aux civils. Ça a été un coup dur, un coup de massue, mais déjà on voyait donc les prémices de la volonté de l'armée de rester longtemps au pouvoir. Et puis quand Sangoulé arrive à la tête de l'État, son premier gouvernement qui est composé
de 12 membres, il y a déjà 7 militaires et 5 civils. Ça montrait déjà que les militaires avaient la volonté de rester là. De militariser absolument. En quelque sorte la politique. Lui-même, en tant que chef de l'État, cumulait le poste de ministre de la Défense, de ministre des Affaires étrangères, de ministre de l'Information, de la Jeunesse et des Sports, etc. Donc ça montrait vraiment la volonté manifeste des militaires de ne pas quitter. Et là, en mettant en place le Conseil supérieur des forces armées qui était devenu comme le parti politique, l'organe dirigeant du pouvoir politique, ça montrait clairement qu'il ne voulait pas du tout partir. Et pour aller plus loin, lorsque en 70, ils ont passé leurs 4 ans au pouvoir, plutôt que de partir, ils sont encore restés. Et même en voulant élaborer la constitution de la Deuxième République, ils ont mis des éléments à l'intérieur qui indiquaient par exemple que le chef de l'État doit être l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Donc systématiquement, ils verrouillaient. Ils sont allés plus loin dans la première mouture de cette constitution pour montrer que le chef de l'État avait la possibilité de désigner des députés militaires qui allaient siéger à l'Assemblée à côté donc des partis politiques qui ont pris part aux élections. Il ajoute également dans cette nouvelle constitution qui était en préparation que au niveau de la Cour suprême, à l'époque, les cours n'étaient pas cassés de cette façon-là, voilà, comme nous l'avons aujourd'hui. La Cour suprême, au niveau de la Cour suprême, on devait également désigner des militaires pour y siéger. Donc il y avait une volonté manifeste de militarisation de l'État burkinabé, et évidemment les partis politiques, les syndicats à l'époque n'ont pas accepté. Ils ont manifesté vivement les 17 et 18 décembre 1975 pour montrer donc au président qu'il n'était pas du tout d'accord avec cette volonté de militariser, mais également avec cette volonté de création de partis uniques en 1975 tel que l'avait décrit Sangoulé Lamizana. Donc quand on monte depuis le début, on se rend compte qu'effectivement dès que 1966 les militaires ont pris en main la chose politique, ils ne l'ont plus lâché du tout jusqu'à l'insurrection populaire de 2014. Et on a fait une parenthèse juste de 7 ans pour que les militaires s'invitent une fois de plus dans la vie politique de notre pays. Alors, on a fait une parenthèse de 7 ans. 8 coups d'État réussis depuis 1966. Le pays est indépendant depuis 1960. La première irruption, on l'a indiqué, c'est en 1966. Un coup d'État, le deuxième, est intervenu en 1980, puis on a eu 1982, 1983 avec le capitaine Thomas Sankara, ensuite 1987 avec Blaise Compaoré qui est resté donc au pouvoir jusqu'en 2014. On a connu les coups d'État récents en 2022, il y en a eu 2 déjà cette année. Alors cette explosion de coups d'État montre aussi qu'au niveau de l'armée, il y a eu, bien entendu, il y a eu la longue période de 27 ans de Blaise Compaoré, mais on a aussi une certaine division qui est née de ces coups d'État-là tout au long de l'évolution socio-politique du pays. Oui. Et juge Vara. Forcément, parce que ces changements par la force-là interviennent lorsqu'il y a des dissensions au sein du même groupe. Qui, au préalable, avait fait un coup d'État, ou parce qu'il y a des insatisfactions et qu'il y a des soulèvements populaires, il y a une pression populaire donc, qui crée un contexte favorable à ce que d'autres militaires viennent s'assumer. C'est ça aussi la réalité depuis 1966. Parce que quand vous regardez ce qui était reproché, pour ne pas rappeler ce que les uns et les autres disaient ici sur le plateau, à Maurice Yaméogo, c'était des décisions d'austérité, alors que lui-même ne transpirait pas les mêmes efforts. Exactement. Quand on se rappelle très bien, c'est quelqu'un qui vivait assez bien. Et il s'était permis le luxe même de marier une miss quelque temps avant de revenir de ses noces, et puis d'être surpris que même après avoir le soutien, on va dire comme ça, de 100% sur une, comme on disait en son temps, avec des scores russes là, près de 98% de participation et tout, mais il est renversé parce que il y a, quoi qu'on dise aussi, une pression populaire d'abord.
C'est-à-dire, il faut qu'on se dise, pour 66, c'est pas d'abord les militaires. Oui, c'est d'abord la rue. C'est d'abord la rue. Le mécontentement. Voilà, c'est le mécontentement face à des mesures d'austérité qui ont été prises. Et le militaire s'invite dans la danse pour faire descendre ce gouvernement, obliger Maurice Yameugou à démissionner et puis à s'assumer et à placer la mise en art. Et donc c'est fini, ils se sont invités, ils ne sont plus partis vraiment. Et quand vous regardez, donc, pour ce qui est de 66, il y a donc d'abord la pression populaire. Après, quand vous regardez la mise en art Zerbo, c'est un peu aussi l'impopularité de certaines décisions qui viennent fragiliser un peu. Et puis, il y a d'autres militaires qui viennent donc s'installer. Maintenant, quand vous regardez Zerbo, JBO, c'est Jean-Baptiste Ouedraogo. Vous êtes dans une crise entre militaires, c'est-à-dire ceux du CMRPN en son temps. Oui. Donc, on quitte la question du mécontentement populaire qui crée un contexte pour que le militaire vienne s'inviter dans le débat, et à partir du moment où il s'y est invité, les changements qui viennent, quelquefois, ils s'appuient sur l'insatisfaction populaire ou bien sur la crise interne entre eux-mêmes. Et ça a été perlé comme ça jusqu'à maintenant. Quand vous voyez pour Sankara et Jean-Baptiste Ouedraogo, au fond, on savait que c'est Sankara qui devrait venir. Donc c'est comme un retour de l'ordre logique qui devrait être depuis donc 82, parce que on accuse Jean-Baptiste Ouedraogo de prendre comment dire ça, ses ordres d'ailleurs, d'écouter un peu plus l'étranger. Et donc accusé de cela, vous verrez que quand Sankara vient, il est dans une dynamique auto-centrée du développement, dans un déterminisme personnel comptant sur les forces d'abord du Burkina, en opposition avec le reproche qu'on faisait à Jean-Baptiste Ouedraogo. Donc il y a toujours une raison qui est donnée, soit l'insatisfaction du civil ou bien les clivages internes. Quand vous regardez, après pour 87, c'est des frères qui se sont à un moment donné regardés en chaîne de faïence, et il y a un qui a donné qui ne se sont pas accordés sur la voie à suivre, sur les méthodes, ni sur le contenu. C'est cela. Et il y a un qui a sorti vite le couteau. L'histoire nous rappelle que celui qui a reçu le poignard savait qu'il allait être poignardé, mais il a refusé de croire que ça arriverait, et il a dit s'il y a quelqu'un qui devrait poignarder, ça ne serait pas lui. Et c'est ce qui est arrivé. Il est resté pendant 27 ans. Vous ne citez pas le coup d'État de 2015, parce que celui que Diendéré a fait pour moi, je finis. Oui. Pour moi, le coup d'État de Diendéré, celui de 2015, il faut avoir un autre regard. Tout à fait. Quand on dit qu'il n'a pas réussi, moi je dis qu'il n'a pas duré. Ils n'ont pas réussi. Il a réussi. Mais le coup d'État, ça veut dire que Diendéré n'est pas resté longtemps au pouvoir. Sinon, il a réussi son coup. Il est allé avec la communauté internationale, avec quelques têtes qui venaient à Ouagadougou. Ils étaient en train de nous faire avaler la couleuvre. Sinon, c'était déjà pratiquement plié la chose. Il a fallu la mobilisation populaire là aussi, voilà, pour déjouer ce coup d'État et revenir aux normes de la transition qui était enclenchée voilà. Pour moi, c'est un coup d'État qu'il faut aussi compter, parce que c'est toujours la question des militaires, parce que quand on regarde pour ce qui est de 2015, c'est vrai que des fois j'ai parlé de transmission en son temps, mais quand on regarde, on avait une transition qui était bicéphale, avec Kafondo, le président, qui tentait comme il pouvait, avec la notoriété qui est la sienne, la probité qui est la sienne, de conduire une transition et puis se sortir de là, grandi, comme un exemple. Mais il y avait un autre nom aussi d'Ami Zida, qui lui venait du RSP, qui pendant longtemps a été pour Blaise Compaoré celui qui gardait le pouvoir, qui créait une armée dans l'armée et qui sécurisait, il disait les institutions, mais la vraie institution c'était la présidence et c'était lui-même. Et Zida, étant devenu un personnage central dans la suite de Blaise Compaoré, a été vu par ses frères d'armes comme un genre de traître, parce que étant en train de travailler à la dissolution justement de ce corps auquel il a appartenu, et de ce corps qui pendant plus de 20 ans a veillé aux intérêts de Blaise Compaoré. Et ça n'a pas été accepté si facilement. Donc, ce qu'on a vu comme turpitude au sein de cette de cette transition à partir juste après l'insurrection, elle a aussi souffert notamment des problèmes au sein de notre armée, avec un RSP qui a joué les premiers rôles et qui a
terminé par faire un coup d'État, mais qui malheureusement pour eux n'a pas pu durer dans la gestion et n'a pas pu résister au nom de la population. Maintenant, vous revenez avec 2022, c'est-à-dire qu'on a un président démocratiquement élu qui se fait réélire, mais qui ne résiste pas à la remise en cause des résultats qui sont peu probants le concernant. Et c'est la question de l'insécurité qui vient l'emporter, servi comme justificatif par Damiba et ses camarades. Le même Damiba qui sera lui aussi emporté par les mêmes questions sécuritaires. C'est ça. Et ce, pour les mêmes reproches, les choix stratégiques et la question de se détourner de l'intérêt du front et de s'intéresser à la chose politique. Donc maintenant, on est parti du populaire en termes de pression et tout, sur des mesures d'austérité, à des dissensions au sein de l'armée elle-même. Et après, on en vient maintenant, et c'est le plus récent, la question sécuritaire qui devient le gros problème. Et pour la question sécuritaire, en quelques temps là, on a deux coups d'État, un coup d'État dans un coup d'État. Mais la grande question qu'on pourrait se poser, est-ce que l'insuccès de la question sécuritaire fera que l'armée continuera de se succéder en se faisant des coups d'État? C'est la grande question qu'on pourrait se poser. Mais voilà des militaires qui se sont invités en 66 et qui ne sont jamais partis. Mais c'est parce que lorsque ça ne va pas, il y a une pression qui crée un contexte, mais qui appelle plus ou moins le militaire à venir trancher. C'est ça. C'est ça aussi le fond de la réalité. Même Soura Kaboré, il y a eu beaucoup d'appels à l'endroit de l'armée pour qu'elle vienne s'assumer, notamment de partis politiques et quelquefois même d'organisations de la société civile. Quelquefois c'est le prolongement de partis politiques, ou même dans les grilles de lecture que nous donnait quelquefois le monde syndical, même s'il ne le disait pas de façon ouverte. Il y en a certains qui se refusaient pas en tout cas à ce qu'il y ait une intervention pour que ces choses-là s'arrêtent, parce qu'on était devant un insuccès terrible, et puis surtout des gens qui ça semblait ne pas émouvoir autrement. Donc c'est ça aussi la réalité dans laquelle nous sommes. Quelquefois c'est le civil qui invite le militaire à venir, et on a maintenant aussi une armée qui a sa réalité, qui est beaucoup plus politique. Le civil a donc invité, évidemment, on a un tournant 1987 avec un pouvoir qui a duré, c'est d'ailleurs le plus long règne à la tête de ce pays, mais un règne qui s'est démocratisé, disons-le ainsi, par la suite. Donc pouvoir militaire d'abord, pur et dur, et puis il y a eu la vague de démocratisation, le pouvoir de Blaise Compaoré s'est donc plié un peu aux exigences et aux canons internationaux pour je ne dirais pas se civiliser, mais en tout cas se démocratiser un peu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évolution, de la gestion des militaires à la tête du pays, Bernard Boukman? Bon, je risque d'être dur envers les militaires ce matin, mais je pense qu'une partie de nos problèmes, c'est dû à ça. C'est d'ailleurs, c'est vrai, c'est les civils qui ont invité les militaires au pouvoir, qui soutiennent les militaires et qui poussent d'ailleurs les militaires à opérer les coups d'État. Les plus récents, 2015-2022, ce sont les civils qui ont amené les militaires à... Oui, la transition de 2015 d'ailleurs a risqué son premier coup d'État le 4 février en 2015. Donc, et c'est des civils qui étaient à la manœuvre, qui disent non, ça ne peut pas continuer, il faut aller. Donc c'est les civils qui les invitent à la manœuvre. Mais comme on a une armée suffisamment politisée, elle est divisée. Donc la réalité, elle est là. 62 ans d'indépendance, 49 ans de gestion militaire et 13 ans de gestion civile. Donc on n'a même pas, les civils n'ont même pas la moitié de la gestion du pouvoir des militaires. Donc le problème dans lequel nous sommes, les militaires sont en partie et grandement responsables de n'avoir pas su créer une armée-nation au service de la nation, de n'avoir pas su déposer les vraies stratégies de lutte contre le terrorisme et de n'avoir pas su imposer et faire régner la discipline dans les rangs, alors qu'on dit la discipline c'est la règle de l'armée. Parce que quand on a fraîchement en mémoire la sortie de comment on appelle ça, du lieutenant Joanny Kouama lors du procès d'Abou Boukari. Mais ce qu'il a dit, c'est grave.
Qu'est-ce qu'il a dit? Vous partez avec des éléments de sanction pour sanctionner X ou Y. Le chef suprême des armées en personne vous dit de laisser tomber. Ce qui est une... Quand un subalterne dit à un commandant, dit à son chef d'état-major, qui lui dit d'ouvrir la portière, il dit nous avons tué des présidents. Ce n'est pas un commandant qui va nous effrayer. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de discipline, justement. Il n'y a plus de règles en fait. Plus près de nous, Aziz Korgo, lors du procès du putsch de 2015, il a dit qu'il évite de dire certaines choses pour ne pas ternir l'image de l'armée. Mais il dit au niveau dans les rangs du RSP, il y en a qui prenaient les véhicules des officiers supérieurs, qui roulent avec. Vous lui dites de déposer, il ne dépose pas. Vous partez dire également à votre supérieur qu'un tel a pris mon véhicule mais il ne dépose pas. Il dit qu'il va déposer. Il ne dépose pas. Et vous ne pouvez rien. Mais il a évité de s'étaler là-dessus parce que ça allait mettre à mal l'image de notre armée. Donc, l'homo politicus a divisé, a semé l'argent roi dans les rangs, a politisé les rangs, et puis bon, bref. Ce qui fait que plus le soldat a une couverture politique, plus il bénéficie d'avancement en grade. Donc il y a des gradés, on dit que les jeunes, la troupe ne respecte pas les gradés. Non, ce n'est pas ça. Puisque les jeunes savent comment vous avez eu les grades. C'est ça. Comment il va vous respecter? Il sait comment vous les avez obtenus. Il ne peut pas vous respecter. Ce n'est pas que vos étoiles ne scintillent pas. Ce n'est pas que les barrettes là n'illuminent pas. Mais ce n'est pas aussi lumineux que ça. Il ne peut pas respecter ça. Ouais. Donc parce que quand il vous donne la rançon, il ne voit pas quelqu'un qui mérite ses galons. Est-ce que de votre avis, la gestion politique et la rigueur militaire n'ont pas fait bon ménage finalement? Non, justement, parce que non, en fait, il y a même le ministère de la Défense, c'est l'aile politique pour déposer la politique de défense nationale. Donc on dépose maintenant la politique de défense nationale, qu'est-ce qu'on fait? À l'intérieur, on construit. Mais on a une politique de défense nationale, bon d'ailleurs désuète, parce qu'elle vient d'ailleurs être réélue, ça n'allait pas. On est resté longtemps dans ce flou artistique-là. On a besoin de quelle armée et pourquoi? C'est de quel type d'armée nous voulons et pourquoi? Je pense qu'à cette question, on ne l'a pas répondu. On s'est laissé berner par les PASS, les programmes d'ajustement structurel, que l'armée elle est improductive, elle n'est pas nécessaire, c'est pas la peine. Ceux qui viennent nous dire ça, mallette en main, costard, cravate bien tirée, leurs armées là sont les meilleures au monde. Mais ils ont le courage de venir nous dire qu'une armée improductive, pour une armée comme le Burkina, c'est pas nécessaire, c'est pas ceci, ce n'est pas cela. Ah bon? Mais si c'est pour la défense du territoire. Mais pourquoi vous, vous vous surarmez, 2, vous créez de nouvelles armes, vous recrutez chaque fois et vous mettez de gros budgets pour l'entretien de vos troupes. Et vous venez nous dire ça. Ouais. Donc je pense que le niveau de conscience de l'homme politique également en son temps n'a été qu'à la hauteur de la dimension du fauteuil. Donc taillé sur mesure. Donc il faut tout faire pour que si l'armée quitte le pouvoir, elle n'est pas prête à être. Donc on a une armée qui a pris goût au pouvoir et qui ne veut pas lâcher. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un tel contexte, dans une telle situation. Parce que la politique n'a pas fait du bien à notre armée. Pourquoi? Nézien Badembié, mort. Yacouba Isaac Zida, en exil. Blaise Compaoré, en exil. Thomas Sankara, enterré. Et j'en oublie, de ces valeureux soldats. Voilà, et ils sont pleins à la Maka, formés par l'argent du contribuable burkinabé, pour servir sous le drapeau, mais qui, à un moment donné, ont pris fait cause pour un camp politique. La conséquence, on a des valeureux soldats qu'on a enterrés, certains sont en exil, d'autres sont en train de finir dans l'alcool et dans la débauche. C'est très grave. Parce que quoi, frustré, humilié. Donc la politique n'a pas fait que du bien à notre armée. Elle devait faire en sorte qu'on ait une armée républicaine. Il y a toujours le débat politique au Sénégal, c'est enflammé. La rue s'embrasse souvent. Il ne viendra pas, je ne sais pas quel officier va s'inviter dans cette danse. Autrement dit, il y a longtemps, c'était fini. Il y a plusieurs autres pays, ou dans les pays latino-américains,
Parfois, la rue est tendue. Le Venezuela, c'est tendu. Vous pensez qu'il y avait une armée au Venezuela? Personne. Les officiers ne viennent pas tirer sur, comme on appelle ça, ils ne viennent pas arbitrer, comme dans d'autres pays. Et dans plusieurs pays latino-américains, parfois la crise politique dure. Mais un militaire ne s'invite pas là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son boulot. Les hommes politiques vont finir par s'entendre. Mais maintenant, nous sommes, je pense, également que c'est des étapes que nous avons passées. Et je pense qu'à partir de maintenant, nous devons prendre conscience que la place du soldat, c'est dans la caserne pour défendre la République. Ce n'est pas sur un fauteuil présidentiel. Mais maintenant, des militaires également ont pu asseoir les bases de l'État-nation. Les bases solides. Oui. Rawlings au Ghana, Mathieu Kirikou au Bénin, qui a perdu et qui est revenu et qui a fini son magistère, qui est parti. Donc je pense que ce sont des bons exemples que nous pouvons tirer. Sinon, dans l'ensemble, à un moment donné, les hommes... Il y a même des militaires en activité qui ont créé des partis politiques et qui continuent d'avancer en grade. C'est au Burkina. C'est au Burkina. Donc la réalité aussi, elle est là. On a politisé notre armée, on a refusé également d'être juste et d'appliquer le droit militaire quand quelqu'un a été fautif parce qu'il est su, il est sûr. On a procédé par des éliminations physiques et tout, à un moment donné. Conséquence, et voilà aujourd'hui, on a une armée avec ce qu'on a politisé et divisé, comme l'a dit le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba dans son adresse du 4 septembre. L'un des points sur lesquels on peut être d'accord, c'est que la division de l'armée, elle est réelle. Donc, il faut travailler à l'unification. Pour terminer aussi, rapidement. Pour terminer, même les écoles de formation, c'est retourner notre malaise de notre armée. Anne, j'ai fait le PMK, je n'ai pas fait le PMK. Ceux-là n'ont pas fait le PMK, donc ils ne sont pas pur sang militaires. Ceux-là sont PMK. Le PMK, c'est le planning militaire ouais. Donc, c'est des petits bourgeois, c'est la haute bourgeoisie, c'est des gens qui aiment les stages, c'est bardé de diplômes, mais sur le plan terrain, il n'y a rien. Donc, on est aussi dans ce débat d'école. Jusqu'à présent. On est aussi dans ce débat d'école. Il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte. Nous sommes complémentaires. Oui. Donc, c'est des questions qu'il faut régler et traiter les soldats de la même façon. Sinon, ça va être très difficile de nous en sortir. Ça va être très difficile, juge Inoussa Ouedraogo. 2014 a quand même marqué un tournant dans cette évolution socio-politique, militaire aussi du Burkina Faso. On a dit plus jamais ça, mais on est revenu encore à des coups d'État alors qu'on se disait que cette fois-ci, on a réglé le plus difficile et que maintenant, on est tombé sur nos pieds avec un ordre constitutionnel normal. Le Rochma Christian Kaboré, qui a été élu dans la foulée, on l'a souligné ici, était dans son deuxième quinquennat et puis a été balayé à nouveau par un coup d'État. Qu'est-ce que vous retenez de la gestion des militaires à la tête du Burkina? Je pense qu'ils ont apporté ce qu'ils pouvaient. Le fait de dire que c'est les civils qui ont toujours appelé les militaires dans la vie politique est à nuancer à mon avis, parce que c'est parce qu'ils veulent eux aussi qu'ils viennent. Pendant longtemps, les gens ont dit que c'est les civils qui les appâtent, qui les tirent la vie politique, mais au contraire, eux aussi, ils ont souvent utilisé les acteurs politiques, les organisations de la société civile pour atteindre leurs objectifs politiques. Donc les uns utilisent les autres, mais chacun croit que c'est lui qui utilise l'autre ou l'autre pense que c'est lui qui utilise le militaire. Sinon, dans tous les cas, les uns et les autres s'utilisent pour atteindre leurs objectifs politiques. Deuxième élément, c'est que l'armée aussi est l'émanation de ce qu'est notre société, parce que l'armée est issue de la société. Donc, si nous avions une société pourrie, corrompue, bien entendu, cela va se déteindre sur l'armée, et c'est ce qu'on a observé donc tout le long de ces années. Les militaires ont apporté, comme je l'ai dit, leur contribution à travers donc l'édification de l'État-nation, avec bien entendu les limites objectives de chaque militaire qui est arrivé au pouvoir. Mais je retiens que dans l'histoire politique du Burkina, on retient de la période 83-87 une période où le peuple burkinabé a pris en main sa destinée, son destin, et a voulu transformer des choses. Ce n'est pas pour rien que
que 35 ans après, on continue de parler de Thomas Sankara, dont on va célébrer justement le 35e anniversaire de l'assassinat le 15 octobre, donc dans quelques jours. C'est dit donc que cette période-là a été une période charnière de notre histoire. Il y a eu des insuffisances, mais il y a eu beaucoup d'acquis au cours de cette période-là, en termes de développement, en termes de rayonnement international du Burkina et également sur le plan de l'éducation, de la santé, etc. Dans tous les cas, comme je le dis, chacun a apporté sa contribution, mais le plus important, c'est que effectivement aujourd'hui, les uns et les autres ont fini par se rendre compte que la question de la gestion du pouvoir n'est pas forcément une question de militaire. La question de la rigueur dont on pense que l'armée est l'incarnation n'est pas forcément le cas, parce qu'on a vu des officiers supérieurs au sommet de l'État, on a vu des officiers gérer des ministères, on a vu des militaires gérer des directions générales d'entreprises d'État, mais ils n'ont pas forcément fait mieux que les civils. Et moi, je ne veux pas rentrer dans l'antagonisme civil-militaire parce que, comme j'ai dit, ils sont tous des éléments de notre société. Et Sankara disait justement que un militaire, c'est un civil en tenue. Et un civil, c'est un militaire qui n'a pas de tenue. Donc, l'un dans l'autre, aujourd'hui, la glace est brisée, les militaires et les civils se parlent de plus en plus, chacun essayant à sa manière d'apporter sa contribution à l'édification de nos pays. Mais aujourd'hui, nous sommes en situation de guerre. Malgré tout, les militaires occupent de moins en moins le front, préfèrent revenir sur la capitale pour gérer la chose politique. Ils y sont habitués depuis quelques années. Ils ont souvent commis l'erreur de croire justement que le civil est incapable et que c'est les militaires qui peuvent. La preuve, lorsque Roch-Marc Christian Kaboré a indiqué qu'il ne voulait pas de militaires dans son gouvernement, on a senti une sorte de frustration au niveau des militaires. On a entendu certains indiquer qu'ils sont tout de même, ou ils font tout de même partie des meilleurs de ce pays, parce que le prytanée militaire du Kadiogo recevant en tout cas la crème des plus jeunes à partir du CEP, ils estimaient que du point de vue de la qualité, ils avaient aussi beaucoup de choses à donner à notre pays, et que de ce point de vue-là, il était aisé pour eux de contribuer à la gouvernance du pays. Sauf que justement, ils s'y sont tellement occupés à gérer les questions politiques que quand la guerre est arrivée, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait plus d'armée. Nos militaires s'étaient politisés, ils n'allaient plus au front, il y avait très peu d'entraînement, avec également Blaise Compaoré qui, à mon avis, a tiré leçon de tous les coups d'État qui se sont succédés après donc l'avènement de l'armée en 1966 au pouvoir, décide de mettre en place une armée, disons, pas une armée, mais en tout cas un corps, le régiment de sécurité présidentielle issu du Sénèque, qui a été mis en place donc par Sankara. Mais il le transforme de sorte à ce que justement cette force militaire-là évite au maximum possible des coups d'État. Des coups d'État ont été essayés entre 1987 et 2014. Seulement, il y en a eu plusieurs, mais ça n'a pas marché. On a vu Blaise Compaoré indiquer en 1989 que Lengani, Jean-Baptiste et Henri Zongo, qui étaient donc les numéros 3 et 4 sous la Révolution, avaient voulu faire un coup d'État et ils ont été passés par les armes en septembre 1989. Ça veut dire donc qu'il y a eu des velléités de coup d'État, mais Blaise Compaoré, tirant leçon de tout cela, avait mis en place donc des éléments qui empêchaient justement ce coup d'État d'intervenir. Et le peuple ayant été caporalisé, la démocratie ayant été limitée surtout à des questions électoralistes, en 2014, on a vu ce que ça donnait. Mais j'ai l'impression que notre armée et une partie de notre classe politique qui continue à appeler les militaires à prendre le pouvoir n'ont pas suffisamment tiré leçon de tout ce qui nous est arrivé au cours de ces 50 ans, de ces 50 ans de gestion militaire et de ces 60
62 ans donc d'indépendance, parce qu'en définitive, les résultats attendus n'ont pas été à la hauteur des attentes des uns et des autres. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, la question n'est pas de dire que les militaires ne doivent pas s'intéresser du tout à la chose politique, non. Mais, une fois de plus, leur rôle, c'est de sécuriser le Burkina Faso. Et certains pays sont des modèles en la matière. Le Sénégal est là pour nous montrer qu'ils n'ont jamais connu de coup d'État. Et les officiers militaires se sont toujours contentés de jouer leur rôle, qui est celui donc de sécuriser le territoire sénégalais, l'État sénégalais, les institutions sénégalaises. Et c'est ce que nous rêvons pour notre pays, une armée républicaine qui ne se contente que de sécuriser le territoire et de protéger les Burkinabés. Une armée républicaine qui ne se contente que de sécuriser le territoire. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal fait figure d'exception. Je crois qu'avec le Cap-Vert, ce sont les deux seuls pays de cet ouest africain qui n'a pas connu de coup d'État. Donc on a eu des coups d'État dans tous les pays pratiquement. Donc le cas du Burkina n'est pas un cas isolé aujourd'hui. Et comment pourrait-on susciter ou en tout cas arriver à cette armée républicaine dont on rêve pour le Burkina, d'autant qu'on est dans une transition, là encore militaire, et qu'on est en discussion pour l'après-transition déjà, si je ne m'abuse. Oui, mais moi, je pense aussi que quand on regarde l'histoire du Burkina, il y a une complexification des choses, et puis, quelquefois, une non-sincérité, et puis une illogique. C'est une grosse confusion. Parce que quand on lit bien dans notre histoire, on peut bien vouloir se comparer au Sénégal ou à d'autres pays, mais on a une réalité où, depuis 1966, que le militaire est venu et qu'on le lui a permis, il est politique. Depuis le CMRPN, comme on l'avait, c'est le comité militaire de redressement et du progrès national, c'est purement politique comme mouvement dans l'appareil militaire. Donc, jusqu'au MPSR que nous avons aujourd'hui, qui est un mouvement politique. C'est ça aussi la réalité de notre armée. Alors juste pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, le CMRPN, c'est le comité militaire de redressement pour le progrès national. Dans les années 80, jusqu'au MPSR, on a ce mouvement politique là au sein de notre armée. C'est ça. Vous parliez des exemples. Il y a la Côte d'Ivoire à côté. Ils ont eu une parenthèse avec Guéhi. Avec Guéhi l'armée, voilà, d'une façon ou d'une autre, l'armée continue toujours de jouer un rôle, mais en tant que relais des dissensions et clivages qu'il y a sur la scène politique portée entièrement par des acteurs politiques. Chez nous ici, c'est que l'armée même elle est politique. Ce qu'on ne veut pas accepter, je pense aussi que c'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas la repenser? Parce qu'une armée, c'est d'abord faire la guerre. On a dévoyé son rôle pendant plus de 2 décennies avec Blaise Compaoré, qui a fait une armée dans l'armée, par exemple avec le RSP, ayant tiré toutes les leçons depuis la mort de Norbert Zongo et de la façon dont son fauteuil il a vacillé. Il a fait une armée dans l'armée parce qu'il a compris que avec la tradition de coup d'État qu'il y a, le militaire, il n'est pas forcément celui qui ne pense qu'à rester en caserne. Pour peu qu'il y ait un contexte favorable, il viendra et puis il va vous dégager. Il a créé dans l'armée un corps qui avait pour vocation de, je le disais encore, de garder des institutions, mais qui gardait beaucoup plus le président, qui était bien choyé. Et puis les autres, ils étaient laissés à eux-mêmes. On vous donne des armes, les percuteurs, vous ne les avez même pas, parce qu'on craint que la puissance de feu que vous aviez, vous puissiez le retourner contre celui qui est à Kosiam. Ça a été ça la réalité. Donc quand vous changez les missions à l'intérieur, il y a des frustrés, il y a des frustrations que vous créez, il y a des ambitions même que vous créez, parce qu'on se dit, mais celui-là, c'est parce qu'il est là-bas, sinon nous tous on peut y être. À un moment donné, quand on commence à réfléchir comme ça, ça devient bien plus compliqué. Et puis quand vous regardez même dans le fond des choses, des fois on n'en parle pas trop, mais pour que Blaise Compaoré finisse par tomber, il faut rappeler qu'il y a eu des mutineries 99, 2006, 2011. Ça l'a fragilisé fortement. On s'est dit, c'est pas le Blaise au visage que l'on connaissait avant, il a pris comme des entailles. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose de possible, il y avait quelque chose de jouable. Donc même au sein de l'armée, il y a eu ça qui l'a fragilisé. Donc l'armée a de tout temps joué un rôle
plus ou moins aussi ce rôle plus ou moins politique. Et quand on prend le cas du RSP, on est en train de refaire un peu les mêmes erreurs dans notre histoire plus récente. Regardez avec Damiba, c'est des forces spéciales qu'il a dévolues à sa sécurité. Ça a créé des problèmes sur le terrain parce que certains se disaient, bon écoutez, on a l'impression que c'est nous qui sommes donnés comme chair à canon, et puis les autres ils sont dans les grâces de la préservation de la vie de quelqu'un en plein Ouagadougou. On n'a pas les mêmes risques, on ne prend pas les mêmes risques. C'est encore ces mêmes forces spéciales qui se sont tapées dans Ouagadougou. Ouais. Est-ce que on risque de continuer dans cela alors que les forces spéciales, de par d'abord leur capacité de feu, les matériels qu'ils ont et la formation qu'ils ont, c'est l'élite du terrain. Mais comme depuis Blaise Compaoré, on a, à part les missions occultes et certaines autres missions, cette élite-là, on l'a transformée comme une force de préservation d'un pouvoir. On a dévoyé tout. Et le reste, c'est-à-dire ceux qui ont été formés pour l'art de la guerre, auxquels on enlève tous les armements et autres, qu'est-ce qu'ils se disent? On sert à quoi? Mais maintenant, on est face à une question, c'est celle terroriste. Le schéma, il a changé. Et ce qui peut vous maintenir, c'est les résultats sur le terrain. Ce qui peut vous desservir, c'est les insuffisances sur le terrain. Je le disais à un moment donné, ici, avant même que Damiba ne tombe, je me rappelle, le week-end avant, je disais, si c'est le terrain qui vous a légitimé pour venir dire à quelqu'un qui est à Kossiam que vous ne prenez pas vous ne faites pas les bons choix, si vous délaissez ce terrain-là, c'est quelqu'un qui quittera sur le terrain, venir vous confirmer que les choix que vous faites sont mauvais. Et comme les résultats parleront pour vous, il y aura une population qui attend plus, qui sera là attentiste et se dira, bon écoutez, c'est une bagarre de militaires, laissons voir où ça va basculer, puis on va soutenir. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans ce cercle vicieux-là avec notre armée. Maintenant, ça, il faut la restructurer, il faut la repenser, il faut lui donner des objectifs. Et l'objectif premier que nous avons aujourd'hui, là, c'est la question de sécuriser notre Burkina Faso. Mais je disais, avant de commencer, qu'on était dans une logique illogique et on était dans des contradictions. Quand on dit non, les militaires c'est ceci, le militaire c'est cela, on continue toujours de dire que le président exemplaire, celui qui a marqué le Burkina, c'est Sankara. C'est qui? C'est un civil? C'est un militaire. C'est un militaire. Donc, quand vous venez dire que bon, on ne veut pas des militaires, cela ne peut rien, alors que la référence, c'est bien un militaire, est-ce que vous êtes logique dans votre approche? C'est pour ça Albert Camus disait que c'est vrai qu'il est toujours aisé d'être logique, mais il est impossible d'être logique jusqu'au bout. Il est aisé d'être logique, mais il est impossible d'être logique jusqu'au bout. Le sujet n'est pas évacué. On aura l'occasion de revenir sur la participation à la vie politique, à la fois des militaires et des civils. On aura l'occasion de revoir l'évolution sociopolitique du Burkina avec cet accaparement des militaires dans la vie politique nationale qui a, selon le mot du juge Bougma, qui a desservi un peu l'armée, parce que justement il y a eu beaucoup de péripéties autour de cette participation. On reviendra longuement là-dessus. Fin de la première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine avec l'appui des équipes techniques de Watt FM et Trui TV. Merci aux juges qui ont participé à ces échanges. Bernard Bougma, merci. Merci également. Merci juge Geoffroy Vara. Merci. Merci au juge Inoussa Ouedraogo. Merci également à vous tous, fidèles auditeurs. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Trui TV. Le tribunal de l'actualité vous retrouve demain avec un maillet toujours aussi incisif et sans complaisance.